Merci pour votre invitation. Alors, dans quelle situation la FFR peut-elle manquer de pertinence? Je crois que cette présentation est l'occasion de rappeler un certain nombre de règles de bonne utilisation de la technique FFR et tout d'abord les respects des indications. La FFR est aujourd'hui recommandée dans la maladie coronaire stable, comme vous le savez, pour pouvoir guider la revascularisation des lésions en l'absence de thèse d'ischémie, ou également chez les patients pluritronculaires pour également guider la revascularisation. Par contre, il n'y a pas de recommandation actuellement dans le cadre de l'infarctus, même si des données récentes suggèrent que la FFR pourrait être intéressante pour guider la revascularisation des lésions associées. Alors, la réalisation en pratique, je crois qu'il est très important d'avoir une standardisation des mesures de la FFR pour éviter les erreurs. Et si on liste un petit peu les différentes étapes, je crois qu'il faut commencer la procédure avec une anticoagulation qui soit efficace, avoir un système de nettoyage, de rinçage, de flushage avec une solution saline du système, bien toujours penser à la protection du capteur de pression, utiliser un passe-guide adapté, bien calibrer la pression aortique, égaliser les pressions, faire l'étape cruciale qui est le test d'hyperémie, faire des mesures répétées de la FFR, et si vous faites une angioplastie, pensez à faire une FFR après l'angioplastie, vérifier systématiquement l'absence de complications et puis pensez à garder vos données. Alors plutôt que de reprendre ces différentes étapes, j'ai préféré essayer de lister les pièges potentiels et les pièges classiques, tout d'abord au niveau des pressions. Je crois qu'il y a des pièges sur la calibration. Je crois que c'est très important d'avoir un dispositif qui soit fixe, avec un capteur de pression, de la pression aortique qui soit correctement positionné pour éviter d'avoir des pressions ni trop hautes ni trop basses, et bien faire un niveau mettre à zéro à chaque fois qu'on va commencer les mesures de FFR. Le deuxième point important, c'est l'égalisation des pressions. Comme vous savez, il faut normalement, plutôt c'est recommandé de retirer le passe-guide pour faire cette équilibration de pression avec le capteur de pression qui est à la jonction entre la zone radio-opaque et la zone qui n'est pas radio-opaque et qui doit être à quelques millimètres en avant du cathéter pour faire cette étape. L'étape suivante est une étape cruciale qui est l'hyperémie. Vous savez que la FFR est un rapport de flux qu'on va approximer avec un rapport de pression grâce à une hyperémie maximale. Et pour faire cette hyperémie, eh bien, on a besoin de faire une vasodilatation des vaisseaux épicardiques avec comme produit utilisé le dérivé nitré, mais également une vasodilatation des vaisseaux épicardiques, de la microcirculation, pardon, avec comme gold standard l'utilisation de l'adénosine, quoi par voie intracoronaire en bolus ou par voie IV, avec des doses qui sont bien documentées dans les littératures. Et cette hyperémie est vraiment cruciale, car si elle n'est pas réalisée correctement, vous risquez d'avoir une surestimation de la FFR et en d'autres termes, une sous-estimation de la sévérité de votre sténose. Voici un exemple avec à gauche une lésion sur l'IVA qui est évaluée uniquement avec de l'adénosine. Vous voyez que la FFR est à 0,58 et la même lésion faite correctement dans les bonnes conditions avec à la fois des dérivés nitrés et de l'adénosine, eh bien vous avez une FFR qui est à 0,78 pour la même lésion. Le point suivant est le piège lié au cathéter. Il faut faire attention de ne pas utiliser les cathéters side hall parce que la pression au niveau aortique n'est pas la pression qui est juste en amont de la sténose et je crois qu'il faut abandonner ces cathéters pour l'utilisation de la FFR. Le deuxième point important, je crois que c'est un point crucial dans la FFR, il faut penser à désengager le cathéter de l'ostia coronaire. Vous avez ici une lésion du tronc commun ostial et ça s'apprête encore plus et vous voyez que lorsqu'on fait une mesure de la FFR dans cette situation-là et que le cathéter est bien engagé dans le tronc, et bien la FFR est négative à 0,93 et sur la même lésion, quand on désengage et qu'on fait correctement le test d'hyperémie, et bien la même lésion apparaît très significative avec une FFR à 0,76. Enfin, un piège avec les guides, on peut avoir un phénomène de whipping avec un capteur de pression qui peut venir fouetter la paroi artérielle et perturber les mesures de la FFR. Et je crois que c'est important de ne pas hésiter à mobiliser le guide, à l'avancer ou à le retirer pour éviter ce phénomène. Enfin, avec le guide, il y a des phénomènes accordéons qui ont été décrits, qui peuvent sous-évaluer la mesure de la FFR. Et en cas de doute, ne pas hésiter à retirer et à recommencer la procédure. Enfin, et ça c'est également un point qui me semble très très important, c'est que si vous faites de la FFR, il va falloir utiliser la FFR dans l'interprétation de vos résultats. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la FFR pour décider votre revascularisation myocardique, je crois qu'il vaut mieux ne pas utiliser cette technique, car il faut lui donner du crédit et la mettre au centre des décisions. Si vous respectez toutes ces différentes étapes, que vous faites attention aux différents pièges possibles, eh bien vous êtes en mesure de réaliser une FFR en moins de 10 minutes pour une évaluation de vaisseau, c'est ce qui a été écrit dans la littérature, avec une augmentation d'environ 20 à 25% à la fois du contraste et de l'irradiation. Alors, en dehors de ces situations où la FFR n'est pas faite
avec les bonnes pratiques, il existe un certain nombre de situations cliniques où la FFR peut manquer de pertinence. J'en ai listé quelques-unes. Le premier, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, c'est une situation dans laquelle il y a une vasoconstriction qui est diffuse, en particulier dans les infarctus avec sus-décalage, avec une faible réponse aux vasodilatateurs conventionnels. Et il y a une atteinte de la microcirculation. Cette atteinte de la microcirculation peut rendre difficile l'hyperémie. Et vous avez vu précédemment que si l'hyperémie n'est pas maximale, eh bien, on risque de mal évaluer les lésions associées. Alors, pour ce qui est de la FFR dans l'infarctus, je crois qu'il faut catégoriser deux parties. La première, ce sont les lésions associées à la lésion coupable. Et là, on a ce travail qui montre que dans l'infarctus avec sus-décalage, mais également sans sus-décalage, les mesures de FFR sont fiables pour évaluer des lésions coronaires associées à la lésion coupable, avec des mesures qui ont été réalisées en phase initiale et répétées à 30 jours, et on trouve des paramètres hémodynamiques qui sont strictement comparables. Par contre, un travail qui montre que la mesure de la FFR dans la lésion coupable, STEMI ou non STEMI, n'a pas de sens, n'est pas valide et ne doit pas être réalisée. Et donc, en résumé, dans l'infarctus, eh bien, on peut utiliser la FFR, en tout cas les données scientifiques encouragent à pouvoir le faire. Lorsque les lésions sont associées à la lésion coupable, en revanche, elle n'est pas recommandée pour pouvoir utiliser la lésion coupable, quel que soit le type d'infarctus. Une autre situation clinique dans laquelle la FFR peut manquer de pertinence, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hyperventriculaire gauche, d'un point de vue physiopathologique, est à l'origine d'une diminution de la densité capillaire et une diminution de la réserve coronaire, à l'origine d'une ischémie. Et le risque, c'est de surestimer la mesure, et donc en d'autres termes, de sous-estimer la lésion coronaire. Alors, il y a deux travaux intéressants dans le cadre du rétrécissement aortique où on est exposé à une hypertrophie ventriculaire concentrique. Un premier travail publié l'année dernière qui a comparé une stratégie de revascularisation chez des patients avec une sténose aortique en comparant la stratégie guidée par les résultats angiographiques par rapport à une technique guidée par la FFR. Et on voit que sur les événements cardiovasculaires majeurs, eh bien, les deux techniques sont parfaitement comparables. Un deuxième travail que je trouve très séduisant, c'est un travail également dans le rétrécissement aortique chez des patients avec un rétrécissement aortique serré symptomatique qui vont bénéficier d'un TAVI et pour des lésions vont avoir une FFR avant et après TAVI. Donc le patient est son propre témoin. 54 patients ont été inclus dans cette étude. Et les mesures de FFR montrent que les FFR avant et après TAVI ont les mêmes paramètres hémodynamiques. Vous voyez que les FFR sont similaires, avec toutefois une mesure de FFR qui est un petit peu surestimée chez les patients qui ont des lésions fonctionnelles, c'est-à-dire à moins de 0,80. Vous voyez que dans les FFR pré-TAVI, elles sont plutôt en moyenne à 0,71 et elles descendent à 0,70 une fois que la valve aortique a été implantée. Enfin, une dernière situation, c'est l'utilisation de la FFR dans une mauvaise indication. Il y a certains travaux qui cherchent des corrélations, comme celui-ci, une corrélation avec la viabilité. Je crois que la FFR est un test d'ischémie qu'on peut faire pendant la procédure, mais en aucun cas, ça permet de rechercher une viabilité myocardique, et je pense que la FFR n'est pas faite pour ça, au même titre que la FFR n'est pas pertinente pour essayer d'apprécier la composition de la plaque ou la vulnérabilité de la plaque, pour laquelle il y a d'autres techniques, dont l'OCT, qui ont été développées. En conclusion, les mesures de la FFR doivent, à mon sens, être standardisées pour éviter les erreurs. Elles doivent être vraiment à la base des décisions de revascularisation myocardique. Et puis, il faut se rappeler qu'il y a un certain nombre de situations où la FFR peut être prise à défaut, notamment lorsqu'elle est mal réalisée, notamment pour l'évaluation de la lésion coupable dans le cadre de l'infarctus du myocarde, dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, et puis ne pas demander à la FFR de faire des choses qu'elle n'est pas capable de faire, comme estimer une viabilité myocardique, ou bien encore essayer de caractériser les plaques athérothrombotiques. Je vous remercie de votre attention.